Et je me suis focalisée sur les traitements en première ligne. Ça faisait déjà pas mal d'études. Alors, la toute petite difficulté dans les cancers de l'œsophage en termes de littérature, c'est qu'il faut aller piocher dans des essais cliniques qui portent d'une part sur les carcinomes épidermoïdes de l'œsophage. Et là, je vais vous parler de l'étude Checkmate 648 et de l'étude Escort First sur le camlizumab. Il faut aller chercher aussi dans les cancers œsophagiens, toute histologie confondue. Là, je parlerai de Keynote 590. Et il faut aller chercher dans les études qui portent sur les adénocarcinomes gastriques et de la jonction œsogastrique, plus ou moins œsophagien. Alors là, je pense que mon confrère parlera beaucoup de ces études, puisque juste après, il y a une présentation sur les cancers de l'estomac. J'essaierai de me focaliser un petit peu sur les cancers de la jonction œsogastrique, en tout cas dans les quelques résultats qu'on a. Et donc là, il y a plusieurs études. 2014, Joga, je ne m'étendrai évidemment pas, puisqu'elle est ancienne. Ensuite, il y a eu un gros gap quand même entre 2014 et 2021, jusqu'à 2021 où on a eu les résultats de nivolumab, 2022 une autre étude sur le nivolumab, attraction 4, et puis 2023 l'étude Keynote 859 qui porte sur le pembrolizumab. Je parlerai un tout petit peu aussi des derniers résultats sur le zolbetuximab, l'étude Spotlight. Je n'ai pas abordé les résultats tout récents effectivement de Keynote 811 qui est montré M. Jacobson sur l'association Trastu-Pembro qui sont vraiment très récents, très préliminaires et qui sont parus à l'ESMO de Genève. Alors tout d'abord, on va commencer avec donc, les carcinomes épidermoïdes de l'œsophage et l'étude Checkmate 648. Donc Checkmate, ça veut dire étude portant sur le nivolumab. C'est une étude qui comparait 3 bras. Le niveau plus chimiothérapie, en l'occurrence la chimiothérapie associée nivolumab 5-FU cisplatin, un deuxième bras nivolumab plus ipilimumab, donc exclusivement immunothérapie, et un troisième bras chimiothérapie seule 5-FU plus cisplatin. Donc c'est des malades classiques, épidermoïdes, en bon état général, en première ligne, non résécables, donc ça veut dire soit métastatique, soit localement avancé. Le critère principal était la survie globale et la survie sans progression. Et la comparaison statistique était réalisée entre chimiothérapie et chimiothérapie plus nivo, et entre chimiothérapie et nivolumab, ipilimumab. On n'aura pas de comparaison statistique entre nivo-ipi et chimio-nivo. Voici les résultats de la survie globale quand on compare chimio versus chimio plus nivolumab. En l'occurrence, dans la population préspécifiée des PD-L1 positifs supérieurs à 1%, et on a une étude positive puisque la survie globale passe de 9,1 à 15,4 mois, donc une étude qui est positive. En critères secondaires, il y avait la survie globale dans la population entièrement randomisée, donc indépendamment du PD-L1. Et l'étude elle est également positive, avec certes une différence entre les deux médianes de survie un peu inférieure, puisqu'on passe de 10,7 à 13,2 mois. En survie sans progression, l'autre critère principal dans la population préspécifiée des PD-L1 supérieure à 1%, également un résultat positif, puisque la survie passe de 4,4 à 6,9 mois. On reste significatif dans la population, toute population randomisée, donc indépendamment du PD-L1. Maintenant, si on s'intéresse à la comparaison statistique de chimiothérapie versus nivolumab plus ipilimumab, les résultats restent positifs. Dans la population PD-L1 supérieure à 1%, on peut déplorer que les courbes se croisent au début, comme on peut le rencontrer parfois dans les études avec un PRAS exclusivement constitué d'immunothérapie, avec probablement une part des patients qui ne répondent pas du tout à l'immunothérapie. Ce qui va expliquer que les études se croisent. En tout cas, une étude qui est positive, puisque vous voyez qu'on passe de 9,1 mois à 13,7 mois en survie globale dans les PD-L1 positifs. Et dans la population entière, indépendamment du PD-L1, les résultats restent positifs. Survie sans progression qui donne des résultats similaires en survie sans progression dans les PD-L1 1%.
Alors il faut savoir que l'association Niveau IPI a obtenu l'approbation sur ces résultats de la FDA. Mais il n'y a pas d'AMM en Europe, à ma connaissance. En tout cas, on n'a pas d'AMM en France, ça c'est certain. Les conclusions de Checkmate, c'est qu'il y a une amélioration de la survie globale et de la survie sans progression, de l'association niveau plus chimiothérapie versus chimiothérapie dans la population préspécifiée PD-1 supérieure à 1%, mais aussi dans toute la population randomisée. On a également une amélioration de ces critères dans l'association niveau IPI versus chimio, même si il me semble que les résultats sont un peu moins convaincants. Je vais vous parler maintenant de l'étude Escort First, avec un nouveau PD-1 qui est le camrelizumab. C'était une comparaison du camrelizumab plus chimio, sachant que la chimio c'est du taxol cisplate. Pas forcément une association qu'on fait de façon classique en première ligne, versus placebo plus taxol cisplate. Le critère principal était la survie globale et la survie sans progression. 596 patients inclus, c'était une étude exclusivement réalisée en Chine. Et on sait que parfois on ne peut pas forcément étendre les résultats d'une population asiatique à la population mondiale. Il n'empêche que l'étude est positive sur ces critères principaux, avec une amélioration de la survie globale et une amélioration de la survie sans progression. La survie globale passe de 12 à 15,3 mois et la survie sans progression de 5,6 à 6,9 mois. Les deux résultats sont significatifs. En sous-groupe, quand on s'intéresse au niveau de PD-L1, cette fois-ci c'était sur le TPS. À gauche, vous avez les résultats sur le TPS inférieur à 1%, les résultats sont négatifs, et à droite, les résultats de TPS supérieur à 1%, cette fois-ci, les résultats sont positifs. Tout est à gauche montré, donc on peut dire que dans toutes les populations, les résultats sont positifs, y compris chez les malades qui avaient reçu une radiochimiothérapie au stade localisé et qui se retrouvent en récidive. Donc, deuxième type d'essai clinique, les essais cliniques qui portent cette fois-ci sur les cancers œsophagiens, toutes histologies confondues, c'est l'étude Keynote 590. Donc, Keynote comme Keytruda, donc Keytruda comme pembrolizumab, toutes les études Keynote c'est du pembro. Le design est le suivant, donc cette fois-ci c'était des adénocarcinomes HER2 neg, c'est toujours le cas dans les études de première ligne qui portent sur l'ADK, on ne fait pas concurrence à la HER2 plus et trastuzumab. ADK, HER2 neg ou carcinome épidermoïde de l'œsophage, localement avancé ou métastatique non résoluable. Et donc c'était une chimiothérapie par 5-cisplate versus 5-cisplate plus pembrolizumab, tout de même 749 patients inclus. Les critères principaux étaient assez nombreux. Ils s'intéressaient en premier lieu aux épidermoïdes avec un CPS supérieur à 10, au SCC tout CPS, au SCC plus ADK CPS supérieur à 10, et au SCC plus ADK tout CPS. Ça rend les résultats un peu longs à présenter, je vais essayer d'être bref. Donc, environ 370 patients inclus dans chacun des deux groupes. Une majorité d'épidermoïdes, presque 75%, 50% de CPS supérieur à 10 indépendamment de l'histologie, et maintenant, si on s'intéresse aux épidermoïdes avec un CPS supérieur à 10, ils étaient environ 40%. En un mot, il faut retenir que tous les résultats sont positifs dans tous les groupes que je vous ai exposés. On peut s'intéresser aux différences les plus importantes qui sont l'épidermoïde avec un CPS supérieur à 10. On passe de 8,8 à 13,9 mois, donc 5 mois de différence de survie globale, c'est quand même notable. Et puis une différence, si on regarde par exemple les résultats de la population globale avec un PD-1 supérieur à 10, on passe de 9,4 à 13,5 mois, donc plus 4 mois. En survie sans progression, les résultats sont également positifs dans tous ces groupes. La conclusion de Keynote 590, c'est qu'il y a une amélioration de la survie globale et de la survie sans progression, de l'association pembro plus chimio versus chimio, dans la population préspécifiée, c'est-à-dire les CPS supérieurs à 10, dans la population de carcinome épidermoïde et d'adénocarcinome. Mais aussi, finalement, dans toute la population randomisée, à fortiori dans toute population, toute
histologie avec un CPS supérieur à 10. Maintenant, le troisième type d'essai clinique, je vous le disais, c'est les adénocarcinomes gastriques et jonction œsogastrique plus ou moins œsophagien, sur lesquels je pense que mon confrère vous parlera après dans l'estomac. Je vais essayer de faire donc un focus sur les jonctions œsogastriques. Alors cette vieille étude qui remonte tout de même à 2010, mais à nouveau on n'a rien fait entre 2010 et 2020, sur l'étude portant sur le trastuzumab avec la chimiothérapie, évidemment chez les HER2 3 croix ou HER2 2 croix fils positifs. Juste pour vous dire qu'il y avait bien une population de jonction œsogastrique qui est à droite, qui correspondait finalement à 20% de l'étude, et on voit que le petit point est à gauche, pas significatif, mais c'est un sous-groupe. En tout cas, l'étude TOGA était positive dans les jonctions œsogastriques avec HER2 amplifié. Maintenant, plus récent, Checkmate 649. Alors le design ressemble beaucoup à Checkmate 648. Vous voyez, il y a toujours la randomisation en 3 bras. Niveau IPI, niveau plus chimio, cette fois-ci c'était un Folfox, pas du cisplatin. Et chimiothérapie seule. Ça ressemble beaucoup à Checkmate 649, si ce n'est que à 648. Si ce n'est que maintenant ça ne porte pas sur les épidermoïdes, mais sur les ADK gastriques et de la jonction. Les résultats étaient exprimés sur les endpoints coprimaires, qui sont la survie globale et la survie sans progression. Vous voyez qu'il y avait quand même près de 20% de patients qui concernaient la jonction. Donc des résultats positifs sur lesquels je ne vais pas m'étendre, ils seront abordés sans doute après, mais en tout cas positifs sur les critères principaux, CPS supérieur à 5, CPS supérieur à 1, et toute la population randomisée en termes de survie globale, également en termes de survie sans progression, quel que soit le PDL1, mais surtout dans la population préspécifiée avec un CPS supérieur à 5. Et je n'ai pas vraiment de résultats à vous donner dans la sous-population de jonction œsogastrique. Mais la conclusion de cette étude, c'est qu'elle est positive sur ces deux critères, dans la population CPS supérieure à 5, avec une survie globale qui passe de 11,1 à 14,4 mois, et une survie sans progression qui passe de 6 à 7,7 mois, donc pas de résultat disponible dans la sous-population. Attraction 4, donc attraction c'est toujours aussi niveau, attraction c'est des études asiatiques. Cette fois-ci, c'était chimiothérapie versus chimiothérapie plus nivolumab avec une association SOX ou CAPOX, le S de S1 utilisé en Asie. Donc en 2 bras, moins complexe de l'étude précédente. Alors là, vraiment une toute petite sous-population de jonction œsogastrique, donc on ne va sans doute pas pouvoir en dire grand-chose, moins 10%. Une étude qui était positive dans la population globale, indépendamment du PDL1, sur la survie sans progression et sur la survie, par contre, pas négative sur la survie globale, pardon. N'empêche que le critère principal étant la survie sans progression, l'étude ressort positive. Et si on s'intéresse au tout petit sous-groupe, moins de 10% de la jonction œsogastrique, des résultats qui perdent leur significativité, mais c'est tout petit sous-groupe, mais néanmoins le point est à gauche, donc ça reste positif. En survie sans progression, par contre, en survie globale, on est pile sur le 1, mais bon, que dire de cette sous-population toute petite. Les conclusions d'attraction 4, c'est que l'association niveau plus chimio améliore la survie sans progression, mais pas la survie globale. C'est une étude positive qui conforte les résultats de Checkmate 649. Les résultats en sous-groupe sont difficiles à interpréter. Alors pourquoi est-ce que la survie globale ne ressort pas? Je ne peux pas vous dire. À nouveau, est-ce que les populations asiatiques sont différentes des populations mondiales en ce qui concerne l'estomac? Probablement. Et puis l'étude avait inclus indépendamment du CPS. L'étude Keynote 859, donc pembrolizumab plus chimiothérapie. On incluait évidemment les HER2 nègres, gastrique ou jonction œsogastrique. La chimiothérapie, c'était du 5FU plus oxaliplatin, du CAPOX, ou du 5FU plus cisplatine, donc petite variante. Là, je peux vous dire que 20-25% des patients
étaient de la fonction œsogastrique, 1579 patients inclus, c'est quand même énorme, dont 78% avec un CPS supérieur à 1 et un CPS supérieur à 10, c'était 35%. Des résultats nouveaux sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais qui, vous le voyez, sont positifs. À mesure que le CPS augmente, on a des résultats de plus en plus positifs. Dans la CPS supérieure à 10, vous voyez les résultats à droite, avec une médiane qui passe de 11,8 mois à 15,7 mois, donc plus 4 mois de médiane de survie globale. Je n'ai pas de résultats à vous fournir sur la sous-population des jonctions œsogastriques, mais je peux vous dire donc que cette étude est positive, indépendamment du PDL-1, sur ces critères principaux qui sont la survie globale, mais aussi sur ces critères secondaires, la survie sans progression et le taux de réponse. Elle est plus marquée dans la population avec un CPS supérieur à 10. Et enfin, ma dernière étude, qui est l'étude Spotlight, qui parle du zolbetuximab, qui est qui porte sur la population protéine 18 positive, qui semble être une majeure partie des cancers gastriques. Cette fois-ci, c'est du zolbetuximab plus chimioparfolfox versus folfox seul. Le critère principal est la survie sans progression. Il y avait 565 patients inclus. Cette fois-ci, 25% de jonction œsogastrique. Une étude positive sur la survie sans progression, qui était le critère principal, et qui reste positif sur la survie globale, qui était le critère secondaire. Et si on s'intéresse à la sous-population des jonctions œsogastriques, seulement 25% de la population, on perd la significativité, évidemment, et on est même un peu à droite du 1. Donc on pourrait dire que dans cette sous-population, l'étude est négative. Si on s'intéresse à la survie globale, pareil, l'étude est négative. La conclusion de Spotlight, c'est que l'étude est positive, certes, en survie sans progression et en survie globale, et négative dans la population des jeunes avec des petits effectifs. Donc voilà un petit peu le paysage du cancer de l'œsophage en termes d'études. Finalement, ces études, elles ont mené à des AMM en France. Pour l'étude TOGA, pas en France. L'adénocarcinome Hashler de 3 croix ou Hashler de 2 croix avec un dispositif à une prescription trastuzumab qui est tout à fait validée. Pour ce qui est du nivolumab, il a l'AMM en association avec en Europe et en France, en association avec le 5-fluoxetine en première ligne de l'adénocarcinome gastrique et de la jonction œsogastrique ou de l'œsophage avancé métastatique, enfin les deux l'agent. Vous l'avez compris, avec un CPS supérieur ou égal à 5. Voilà, des petites variantes, c'est le niveau de CPS en fonction des études. En tout cas, cette AMM découle de Checkmate 649 dont je vous ai parlé à l'instant. Le nivolumab a également l'AMM, et cette fois-ci c'est l'étude Checkmate 648 qui a prouvé l'AMM dans le carcinome épidermique de l'œsophage avancé métastatique, cette fois-ci avec un PDL supérieur à 1%. Et l'étude Keynote 590 a mené à l'AMM du pembrolizumab, avec cette fois-ci une association au 5-fluoxetine, en première ligne toujours, du cancer de l'œsophage ou plus généralement de l'adénocarcinome de la jonction œsogastrique, HER2-, mais vraiment en étant spécifique sur le type 1, localement avancé ou métastatique, et dont les tumeurs expriment le CPS supérieur ou égal à 10. Donc toutes ces AMM diffèrent en fonction du taux de CPS de ces essais cliniques. En tout cas, ce sont les AMM dont on dispose en France, avec des remboursements qui sont disponibles pour le nivolumab. Et pour ce qui est du pembrolizumab, on dispose d'un accès précoce qui nous permet d'avoir la prescription et le remboursement dans l'attente de l'AMM. Donc on a cette chance-là.